Bon, donc alors tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec tout ce dont notre cher président nous a parlé en ce qui concerne ma petite présentation, puisque donc il s'agit d'un petit travail de repérage, d'adaptation et de transfiction autour de la chute de la maison Usher, ou The Fall of the House of Usher, la pièce, la nouvelle de Poe, probablement celle qui a parmi les œuvres de Poe le plus irrigué la culture occidentale, tant dans la sphère lettrée que dans les genres dits populaires ou médiatiques. Alors je rappelle juste en trois phrases l'intrigue de la nouvelle au cas où vous auriez mal dormi. Donc le narrateur qui n'est pas nommé est appelé par lettre par son ami d'enfance ou d'adolescence Roderick Usher chez lui. Et puis, il s'avère que Roderick est atteint d'une maladie un peu étrange, une grande anxiété, hypersensibilité, bon. Et puis, il s'avère que la sœur de Roderick, Madeleine, est également malade d'une maladie tout aussi étrange, mais qui n'est pas la même. Et puis, bon, après l'un ou l'autre épisode, Madeleine... Enfin, Roderick annonce au narrateur que Madeleine est morte et qu'il a l'intention de conserver son corps pendant 1 ou 2 semaines dans une espèce de caveau avant de l'inhumer. Et puis ça se termine de façon un peu hystérique et très fantastique, puisque donc Roderick est en plein délire et va voir son ami, et là apparaît l'espèce de spectre de Madeleine, finalement, qui n'est pas morte, qui tombe sur son frère. Ils meurent tous les deux, et puis le narrateur s'en va au moment où la maison s'écroule. En fait, c'est très bon. Je le raconte de façon tout à fait poche, mais en fait, c'est très bon. C'est un très grand texte. L'implacable densité de la nouvelle, laquelle peut se réduire donc à quelques scènes: l'arrivée du narrateur, les soirées avec Roderick, la mort de Madeleine, sa mise au tombeau, l'apparition du spectre, et ensuite l'effondrement de la maison, est certainement pour beaucoup dans la réussite de cette nouvelle et l'aura de mystère qui entoure le récit et ses protagonistes. Il y est pour quelque chose aussi. De quelle maladie souffre Madeleine? Quelle trouble relation entretient-elle avec son frère? Quel rôle est dévolu au narrateur? Pourquoi la maison s'écroule-t-elle en même temps que meurt le dernier des Usher? Avec donc ce jeu de mots sur la chute de la maison Usher, à la fois la maison elle-même et puis la lignée. Entre autres questions que la critique a soulevées. Il y en a eu des milliers d'articles sur cette nouvelle, pas tellement en français, mais évidemment en anglais. Jouant avec les codes génériques du Gothic Novel, le récit de Poe sait également se tenir à égale distance du fantastique, de la détermination et du courant gothique frénétique. Comme d'autres œuvres de Poe, celle-ci privilégie la mise en scène de l'horreur, de la cruauté, de la névrose, en moyen d'un style tout en froideur, je ne vous apprends rien, en lucidité et en précision. Dans le domaine français, il ne fait pas de doute, évidemment, que la traduction de Baudelaire, sublime à défaut d'être fidèle, comme on sait, a beaucoup œuvré pour faire de ce texte un classique. Cette nouvelle se prête donc bien au petit exercice auquel je vais me prêter ici, qui consiste à rendre compte et étudier la propagation d'une histoire, de ses lieux et de ses personnages. Donc deux ambitions modestes mais affirmées. La première, c'est de faire un relevé qui va être beaucoup moins complexe que celui que j'ai fait en vérité, mais je vais simplement vous donner quelques éléments. Des reprises et adaptations de The Fall of the House of Usher, et d'autre part de proposer quelques ferments d'analyse, vous allez voir que c'est pas grand-chose, d'une section de cet immense corpus, en l'occurrence les nouvelles et les romans dits transfictionnels, qui ont voulu prolonger, déplacer ou réinterpréter le récit original. Donc, contour média graphique, si l'on veut, autour de tout ça. La nouvelle est publiée d'abord dans Tales of the Grotesque and Arabesque à Philadelphie, 1840, après une première édition dans un magazine un an plus tôt. Et effectivement, comme toute l'œuvre de Poe, la nouvelle a mis du temps à se faire connaître, surtout en dehors des États-Unis. À la fin du XIXe siècle, quelques œuvres littéraires, ou de plus en plus avec le temps, commencent à s'inspirer plus ou moins explicitement de cette œuvre-là de Poe et d'autres. Alors les spécialistes anglo-saxons ont repéré des dizaines de ces réminiscences. Je vais juste vous en donner quelques-unes comme ça. Ça pourrait être d'autres. Du côté français, Maupassant emmène le narrateur d'Apparition en 1880, oh, je vais mis les dates, donc je ne vais pas les répéter, dans un vieux château où il voit devant lui une belle femme morte un peu plus tôt, mais donc là, dans une reprise. Puis Zola publie Angéline de la maison hantée, dont les premiers paragraphes pastichent l'incipit, comme vous voudrez, de la chute de la maison Usher, telle que traduite par Baudelaire. Du côté anglais et américain, c'est surtout à Lovecraft, bien sûr, que l'on doit les hommages les plus appuyés à Poe, et
l'influence, si l'on veut, la plus marquée, qui va être transmise, bien sûr, par Lovecraft et poursuivie. D'autres réminiscences, par exemple chez Thomas Mann, chez le chinois Li Jianwu, que je n'ai pas du tout lu, au demeurant, chez Julio Cortázar, ou encore de façon plus déterminante, vous vous en souvenez, dans The Shining de Stephen King. Et comme pour Lovecraft, il est probable que la postérité des thèmes et des situations d'Usher viennent se mêler et être ravivés par la postérité même de l'œuvre de King, en particulier via l'adaptation au cinéma du roman par Stanley Kubrick. La liste de ces marques d'influence pourrait s'allonger jusqu'à nos jours et à mesure que la critique s'emparera des œuvres. J'en viens plutôt à ce qui fait l'essentiel de ma petite recherche, à savoir les adaptations de la nouvelle de Poe. La première adaptation musicale aurait pu être la plus déterminante, la plus décisive, mais elle n'a jamais été réalisée puisque Debussy avait commencé un opéra qu'il n'a jamais fini. C'est donc à Edward Burlingame et à son poème symphonique de 1920 que l'on doit la première adaptation achevée. 2 opéras adopteront encore The Fall of the House of Usher, celui de Philip Glass, si je me souviens bien, c'est cette image-là que je vous ai mise, et celui de Gordon Getty, en 2013. Au théâtre, après la pièce dansée en 7 tableaux de Frédéric Lansing Day en 1926, on a pu assister à des adaptations en Avignon en 1964, à Londres, à Vancouver, encore à Paris, il y en aurait plein d'autres. La musique expérimentale rock s'est elle aussi saisie des œuvres de Poe. The Alan Parsons Project fonde ainsi son album Tales of Mystery and Imagination en 1976 sur les nouvelles fantastiques, et donc notamment sur Usher, tandis que l'anglais Peter Hamill a publié et joué un opéra rock basé sur Usher. C'est l'image que vous avez à droite. Évidemment, nulle part autant qu'au cinéma, Usher n'a produit autant d'adaptations. En 1928, Jean Epstein, d'ailleurs aidé de Louis Buñuel, qui était son assistant, réalise ce qui restera comme l'adaptation de référence. Par la suite, les adaptations vont se succéder assez rapidement. Celle de Roger Corman dans le classique avec Vincent Price. Le décalé Revenge of the House of Usher, que je vous conseille, de Jess Franco. Ou encore, alors celui-là je vous le conseille beaucoup moins, mais c'est quand même amusant, le David Decoteau, je ne sais pas comment il faut prononcer son nom, dans une version érotique gay soft 2008. Vous pouvez trouver ça sur YouTube, c'est très très mauvais, mais c'est intéressant dans le côté érotique gay soft. Une place spéciale doit être réservée aux 2 courts-métrages de Curtis Harrington, j'ai découvert ça en faisant la recherche, réalisé à presque 60 ans d'écart. Alors l'un muet en 1942, un jeune étudiant, et puis l'autre en couleur, où il est tout vieux, avec dans chaque cas le réalisateur dans le rôle de Roderick. Et si je me souviens bien, c'est même lui qui joue Madeleine dans la première version. Donc voilà, donc vous avez le même gars qui joue à 60 ans d'écart. Enfin, bien vaste est l'ensemble composé par les adaptations à contenu graphique, œuvres picturales, gravures, non-livresques et autres que je n'ai pas recensées, mais aussi donc bande dessinée, comic books, adaptations illustrées pour enfants. En particulier, une adaptation par Will Eisner et une adaptation par Richard Corben qui a eu un certain succès à l'époque. Public Jeunesse a également été choyé avec des réécritures aux tonalités diverses, plutôt gothique dans celle de gauche, droite, j'ai toujours perdu gauche pour vous, publié en 2004, destiné à un public de 7 à 12 ans, et puis une version steampunk qui a été faite un peu plus tard, public plus adolescent ou pas. Et puis enfin, on peut trouver, je refermerai cette section là-dessus, 2 jeux vidéo, il y en a peut-être d'autres, c'est les 2 que j'ai trouvés. L'un pour console, le Commodore 64, 1984, si vous vous en souvenez, c'est que vous êtes vraiment parmi les plus vieux dans la salle. Moi, je l'ai retrouvé avec un certain plaisir, je dois bien dire. Et l'autre, tout récent, bien moins bon d'ailleurs, où le personnage incarné par le joueur accompagne en fait le détective Dupin à la maison Usher. Et donc, ils ont mélangé les deux histoires. Alors, donc seconde partie de mon propos, je vais explorer plus avant donc une section de ce corpus, les nouvelles et romans, souvent issus d'une littérature, disons, de genre, qui ont poursuivi ou prolongé The Fall of the House of Usher. Compte tenu de l'érotisme, du mystère, du fantastique qui nimble le récit de Poe, il est peu surprenant qu'on appelle Pou en Belgique, c'est toujours très amusant, parce que c'est O-E en flamand, ça se prononce OU, alors on dit ça en Pou en Belgique. Bon. Il est peu surprenant que ces textes émargent avec plus ou moins de netteté à l'un ou l'autre de genre, disons,
fiction paralittéraire. La science-fiction dans Usher 2, Usher 2 de Ray Bradbury, le fantastique horrifiant dans The Man Who Collected Poe de Robert Bloch. Robert Bloch, c'est l'auteur de Psycho, pour ceux qui s'en souviendraient pas. Le roman d'enquête dans Madeline After the House of Usher de Marie Kirali et dans Return to the House of Usher de Robert Poe. Et puis le roman érotique décliné en récit gothique et pornographique dans The Darker Passions, The Fall of the House of Usher d'Amaranta Knight. Et puis en roman sentimental érotique dans, poursuivi à l'infini, The Fall of the House of Usher de Morticia Knight. Là, c'est pas la même. Morticia et Amaranta sont deux pseudonymes différents. Dans le cas de Morticia Knight, vous verrez que c'est avec le concours involontaire d'Edgar Allan Poe. Je reviendrai là-dessus, c'est assez marrant. Et donc, dernier cas, en réécriture queer, dans The House of the Resonate Heart de L.A. Fields, 2013. Alors, pour étudier cet ensemble un peu hétéroclite de textes, j'ai donc fait appel, comme la plupart des autres dans cette session, si j'ai bien compris, aux catégories établies par Richard Singelet dans son bouquin Fiction Transfuge. Alors, je vais passer quand même un peu de temps à résumer ces œuvres impérissables, il faut bien, pour la bonne compréhension des quelques observations qui suivront. Donc, je vais les résumer rapidement. Et je vais les classer selon la relation transfictionnelle qu'ils adoptent par rapport au récit original de Poe. Alors, un seul récit parmi tout cela se présente, et encore partiellement, comme un prequel de la nouvelle. Il s'agit du tout dernier, The House of the Resonate Heart, qui raconte les amours adolescents de Roderick et d'Alan. Alan étant le futur narrateur. C'est assez amusant d'ailleurs que le prénom donné au narrateur qui n'est pas nommé dans la nouvelle de Poe change selon les cas. Le roman de Marie Kirali, Madeline After the House of Usher, est, comme son titre l'indique, un sequel. Le roman se passe en 1849 et met en scène le personnage de Pamela, dont la mère a disparu, et dont le fils, c'est-à-dire Poe lui-même, a été enlevé. Entremêlant les extraits de journaux intimes, les lettres, les récits à la troisième personne, l'auteur raconte comment Pamela voyage en Louisiane à la recherche de son fils, comment Poe tente de son côté de découvrir les mystères de son passé. Se retrouve enfin et rencontre Madeline Usher qui leur révèle comment elle a survécu finalement à l'effondrement de la maison. Dans le roman de Morticia Knight, qui accomplit le tour de force, alors je vous le disais, de combiner le texte de la nouvelle de Poe avec le sien propre. Alors ça, c'est un genre que j'avais jamais vu, que j'ai découvert. Il y en a d'ailleurs quelques-uns, comme ça, que j'ai trouvé sur Internet. Ce sont tous des bouquins numériques, où donc le texte original, qui est libre de droit, bien sûr, ça aide, est littéralement collé avec le texte de l'auteur contemporain. Et donc avec des raccords un peu bizarres. De temps en temps, ça marche pas bien, évidemment. Et stylistiquement, ça marche pas du tout, comme vous l'imaginez. Mais même dans l'intrigue, il y a des moments où ça fonctionne pas très bien. Mais l'idée est quand même marrante. Voilà. Le narrateur, qui se nomme Edward cette fois-ci, développe une passion partagée pour Madeleine. On entre alors dans le cas générique du roman sentimental version Harlequin. Roderick empoisonne sa sœur à coups de tisane, ce qui est quand même une façon un peu cheap de l'empoisonner, il faut bien le dire. Il l'empoisonne depuis le début, mais Edward, donc le narrateur, qui vient de passer une nuit de délices avec elle, une nuit de délices version Harlequin, c'est pas très... la sauve alors que la maison s'écroule, et puis finit par l'épouser, parce que voilà, c'est version Harlequin. Dans le roman pornographique d'Amaranta Knight, alors on est un peu dans un autre genre, Roderick et Madeline sont réunis, mais alors dans une sorte d'ignominie sadique, vraiment dans la tradition du gothic novel pour le coup. Le récit se trouve raconté et vécu tantôt par une jeune fille qui avait été envoyée par une famille pour parfaire son éducation, qui va être la victime, enfin la première victime, et puis aussi, par ailleurs, l'élégant Jeremy Edward Compton III, qui, comme le narrateur, est un ancien condisciple de Roderick Usher. Au fil des chapitres, les deux jeunes gens font l'expérience des plaisirs, des humiliations, des douleurs que leur imposent le frère et la sœur Usher, leurs domestiques et leurs invités. Alors, ils finissent par s'évader au moment où la maison prend feu. Enfin, je vous passe le détail. Ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, Jeremy, donc le deuxième jeune, se change d'attitude et finit par avoir lui-même un comportement sadique à l'égard de la pauvre Charlotte. Par rapport à ces réécritures plus ou moins fantaisistes, le statut de Return to the House of Usher, signé du pseudonyme Robert Poe, que j'ai pas mis là d'ailleurs, que j'ai oublié, ça date de 97. Donc le pseudonyme évidemment de Robert Poe, le statut est un peu plus ambigu. Le personnage principal et narrateur, John Charles, est un descendant d'Edgar Allan Poe qui a hérité des papiers importants de son aïeul. Le journaliste débarque chez son ami Rod Usher à la demande de celui-ci dans le sanatorium où il travaille avec sa sœur. L'histoire racontée par Poe est prise ici au pied de la lettre. Donc Roderick sait ce qui est arrivé à son ancêtre et craint de connaître la même tragédie. Et alors, après nombre de péripéties, le roman est assez long, le protagoniste comprend que, épris de sa sœur, Rod a en fait pris l'apparence de celle-ci après sa mort. La maison ne s'effondre pas, toutefois, à l'issue d'une immense tornade, symbolisant la mort de Usher. Bon.
Dernier type de reprise transfictionnelle, ce que Singelet appelle les captures. Je les prendrai par ordre chronologique. D'abord dans Usher 2, qui fait partie des Chroniques martiennes, Martian Chronicles de Bradbury. Le protagoniste s'appelle William Stendhal. J'ai jamais bien compris pourquoi. Ça ne s'écrit pas exactement de la même façon. Le H est après le A et pas avant le A, comme dans le pseudonyme de l'écrivain. Mais bon. Donc William Stendhal s'est fait construire une maison sur Mars, sur le modèle exact de la maison Usher, telle qu'imaginée par Poe. Hein, l'entrepreneur a été jusqu'à arroser la région avec des DDT pour que la région soit aussi désolée qu'elle devrait être dans le roman, ce qui est assez marrant quand même. Les livres de Poe, ainsi que toute la littérature et le cinéma d'horreur, la science-fiction, la fantasy ont été détruits par un grand feu, The Great Fire, dont on retrouve là une société aseptisée, un peu dans celle de Fahrenheit 451, où seul le hic et nunc, seul le moment présent est admis. Tout ça étant réglé par une série de spécialistes, de notables, sociologues, politologues. Alors je vous cite le nom de la société parce que c'est particulièrement savoureux. The Society for the Prevention of Fantasy, Advocates of the Banishment of Halloween and Guy Fawkes, Killers of Bats, Burners of Books, Bearers of Torches. Donc il ramène toutes ces sociétés, le protagoniste, et puis il les tue tous et les remplace à l'identique par des robots. Et puis enfin, le protagoniste anonyme de The Man Who Collected Usher, nouvelle de Robert Bloch, par exemple 51. Donc le narrateur rend visite à son vieil ami Lancelot Canning. Arrivé à la résidence de son hôte, il se dit intimidé par le caractère lugubre de la maison. C'est toutefois là qu'une première surprise. Dans une première pièce sont conservées les œuvres, dans toutes les éditions possibles de Poe. Dans une deuxième se retrouvent des lettres inédites de l'écrivain. Et puis enfin, dans un caveau se trouve nul autre que Edgar Allan Poe lui-même, dont le grand-père de Canning avait volé les cendres et que Lancelot a ressuscité grâce à des traités de démonologie et de sorcellerie. Le pauvre écrivain a été réduit en esclavage, enfermé, il passe jour et nuit à écrire ses œuvres dites posthumes. La révélation de cette action diabolique aboutit, comme de juste, à la destruction de la maison et de tout ce qu'elle contient, avec le narrateur pour seul survivant. Bon, pardon pour les résumés, mais tout de même, il faut apparaître deux constantes. D'abord, par rapport à la nouvelle originale, il y a une tendance à remplir les trous narratifs que laissait Poe par ses non-dits, son usage tout en intériorité du fantastique et excellente exploration psychologique du personnage de Usher. La fiction pop a horreur du vide et celles que j'ai présentées ici, ne font pas exception. Le refus du conformisme prend la forme chez Bradbury avec de robots mimétiques tueurs, la tension érotique donne naissance à l'amour avoué chez Morty Chanite, et ainsi de suite. Hein. Tout ce qui était laissé en suspens est dévoilé. Ensuite, deuxième chose, ces récits dérivés n'entretiennent entre eux aucune relation transfictionnelle. Hein. Se rapportent tous à la fiction originale, à laquelle ils renvoient, mais ne se rencontrent pas en chemin. Chaque réécriture ignore les autres, soit que leur auteur n'a simplement pas connaissance des autres tentatives, soit, c'est probable dans le cas de Bloch par rapport à Bradbury, qu'ils choisissent de n'y pas faire référence. Pour le dire avec Singelet, les transfictions respectent un modèle satellitaire, composé d'une série de relations biunivoques qui excluent les contacts transversaux. Le reste est affaire de variantes, je vais en examiner très rapidement quelques-unes pour finir. En ce qui concerne le traitement narratif de l'intrigue de départ, la richesse de la dérivation se mesure à l'aune de l'inventivité de l'auteur. Certains choisissent de respecter le canevas narratif de l'histoire originale, depuis la lettre reçue par le narrateur jusqu'à l'effondrement de la maison, tandis que d'autres placent leur récit en deçà ou au-delà de l'intrigue imaginée par Poe, et d'autres encore contestent le déroulement fictionnel de l'intrigue. Par exemple, Madeleine ne meurt pas chez Kerali ou chez Morty Chanite. L'aspect le plus intéressant est sans doute celui des liens intertextuels et transfictionnels que chaque texte entretient avec le récit source. On y remarque toutes sortes de dispositifs référentiels destinés à aiguiller le lecteur ou à entretenir le dialogue à distance avec Poe et son œuvre. Les titres des œuvres retenues, vous l'aurez compris, font presque tous référence au texte de départ, par exemple, avec un autre que je n'ai pas remis là-dedans, donc j'en parlerai. C'est sans compter encore avec les jeux sur le texte même de Poe. Bradbury s'amuse à mettre en scène un contracteur qui s'inquiète, je le disais tout à l'heure, que sa reconstitution de la maison Usher va respecter à la lettre les qualificatifs mystérieux utilisés par Poe pour décrire la maison. Le roman de Morty Chanite qui entremêle avec plus ou moins de bonheur, je vous le disais, un texte tombé dans le domaine public et sa création contemporaine, etc. Il y a plein de jeux comme ça. Il n'est pas rare non plus que Poe soit intégré à la fiction lui-même. Il est l'un des personnages principaux du roman de Mary Kerali et il a pour descendant le protagoniste de Return to the House of Usher. Le renversement, je vous le disais, est même complet dans The Man Who Collected Poe, puisque c'est un personnage imaginaire, Lancelot Canning, qui est un personnage imaginaire dans la nouvelle de départ, qui redonne vie dans le cadre de la fiction à Edgar Allan Poe. Donc le jeu est complet.
Ouais, j'ai fini. The Fall of the House of Usher bénéficie donc d'une attention soutenue non seulement de la part des critiques, mais encore de la part des créateurs, qu'ils soient écrivains, cinéastes, musiciens, BDistes, etc. En notre période de plein développement des fanfictions et du do-it-yourself fictionnel, il n'est guère étonnant qu'une œuvre comme celle-là, située à la frontière de plusieurs genres littéraires et appréciée depuis bientôt 2 siècles, autant dans les zones les plus reconnues que dans les zones les moins légitimées du champ littéraire, ait engendré une si nombreuse descendance. Il n'est pas improbable que The Curse of the House of Usher, film indépendant en cours de tournage, je ne sais pas s'il est encore en cours de tournage, mais il faudra voir, et financé par crowdfunding, pourra contribuer peut-être, après sa sortie, à maintenir vive la fascination pour La Maison Usher et sa chute. Merci. En fait, si vous n'avez pas de position, j'aime beaucoup garder les questions pour la fin de la séance parce que ça nous permet de pouvoir comparer des présentations. Si on fait des questions immédiatement, mais on commande sur une. Si on les garde pour la fin, mais on peut faire du cross-referencing puis vraiment entamer une discussion autour des transfonctionnalités. C'est correct? Ça vous va? Aussi, je vous informe que la communication de Philippe Saint-Germain,